Alors, pour le champagne, le vin part, il y avait des commandes qui se faisaient. Le vin va être acheminé à la fin du XVIIe siècle. Le vin tranquille, parce qu'en Champagne, on fait du vin tranquille depuis déjà Clovis. Le vignoble, il est connu. Il part là-bas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit que le vin, au printemps, refermente. On s'aperçoit, ça fait des bulles. Et ça, les Anglais, il y en a qui n'aiment pas ça. D'abord, pour la perte, ils disent c'est pas génial. Mais il y a un petit groupe, un peu les foodies de l'époque. Alors, on est dans l'aristocratie, huppée, des mondanités. Il y a quelques petits groupes comme ça, plutôt des lettrés, des mondains, qui aiment ça parce qu'ils veulent des produits originaux. Ils ne veulent pas boire ce que la cour classique désire boire. Et quand ils s'aperçoivent qu'il y a un vin qui arrive de France qui est gris, alors gris, ça voulait dire qu'il était sans doute flou et rosé, et qui pétule, qui fait des bulles, ça les intéresse beaucoup. Et c'est ça qu'ils vont réclamer. Les Anglais vont vraiment réclamer ce genre, enfin ces Anglais-là vont vraiment réclamer ce genre de vin-là. Et comme c'était des riches qui pouvaient commander le vin, parce que le vin champenois était déjà très très dispendieux, il y a un Anglais qui s'appelle Christopher Murrett, c'est un botaniste, un médecin, qui lui commande des vins, et puis il est face au même problème, il commande des vins, et 6 mois plus tard, après les avoir commandés, il s'aperçoit que ces vins pétille plus ou moins fort. Ça l'ennuie, mais c'est un médecin, c'est un scientifique, et il commence à faire des recherches. Il se dit comment ça se fait? Comment ça se fait que le vin pétille? Puis il y a des bouteilles de Porto, le Porto est déjà là, et le vin est mis dans des bouteilles noires. Pourquoi noires et en forme d'oignon? Parce que les Anglais, 50 ans plus tôt, ont trouvé le moyen de renforcer le verre, la silice, avec du manganèse. Pourquoi? Et c'est là que vous allez voir que le côté affaire revient. Parce que l'un des monarques au début du XVIIe siècle en Angleterre a demandé à toute son amirauté et au peuple de ne plus utiliser le bois, les troncs d'arbres, pour se chauffer, et aux entreprises qui faisaient du cristal de se servir du bois pour faire des verres, mais d'utiliser du charbon. Pourquoi? Parce qu'il fallait du bois, surtout pour construire les navires, parce qu'on est en guerre contre la France. Donc c'est plus important de faire des vaisseaux pour aller en mer, plutôt que de faire des beaux verres et des bouteilles de verre. D'accord? Donc ils vont utiliser le charbon de bois. Et en utilisant le charbon de bois, ils s'aperçoivent que, 1, évidemment, le verre devient noir, mais 2, il est plus fort, plus renforcé, plus solide, et ils vont trouver le secret en renforçant au manganèse. La bouteille noire que vous connaissez aujourd'hui, d'ailleurs on va vous en montrer une, celle de Porto s'il vous plaît, elle naît à partir de ce moment-là. Évidemment c'est soufflé, elles sont encore difformes, elles n'ont pas une contenance bien établie comme aujourd'hui, mais on s'aperçoit que c'est un contenant qui est fiable. Les Italiens vont le récupérer plus tard, et pour le voyage, ils vont mettre de la paille autour. C'est comme ça que, vous savez, les Chianti un peu originaux, pas bons, mais un peu artisanaux, l'idée, ça vient de là. Hein. La paille, ça servait simplement pour le transport. Bouteille ronde, parce qu'on la souffle, et on ne fait pas encore... Alors, on essaie de faire un fond plat, avec une très grosse, qu'on appelle une piqûre. Les piqûres étaient très prononcées. Pourquoi on les mettait très prononcées? Parce que ça permettait de renforcer le verre, et surtout on mettait les bouteilles, comme on dit, tête à cul, c'est-à-dire qu'on logeait les bouteilles dans les caves, on enfonçait la tête de la bouteille à l'intérieur comme ça de la piqûre. Ouais, je vais la prendre. Et la bouteille que vous avez là, bon, aujourd'hui elle est transparente, on maîtrise le verre, mais c'est un peu une bouteille qui date, on va dire, du 19e siècle. Et vous voyez que c'est encore assez trapu. Et les premières bouteilles étaient encore un petit peu plus trapues et un peu plus rondes. Et elles étaient noires. Vraiment noir à cause de la chauffe au charbon. Ça, les Anglais, ils découvrent ce secret-là au milieu du XVIIe siècle. Évidemment, ils ne vont pas aller le dire. Et ce qui est drôle, c'est que le propriétaire de la cristallerie, c'était un ancien capitaine de l'amirauté anglaise, et il va ouvrir sa propre cristallerie parce qu'il va recevoir des lettres patentes et un monopole de la part du monarque anglais. Cette cristallerie-là va avoir un monopole dans toute l'Europe pendant 200 ans. Vous imaginez ce que c'est comme entreprise? Alors, on faisait déjà du verre dans les Flandres et un petit peu dans le nord de la France, mais on n'avait pas maîtrisé aussi bien, à cause du charbon, le verre anglais. Et c'est comme ça que le verre anglais, d'ailleurs le terme se dit, va naître avec le temps. Donc Porto, donc on pense que l'anglais, je reviens à mon Christopher Murrett,
a sans doute fait ses premières expériences dans des bouteilles de Porto vides. D'accord ? Alors lui fait ses expériences, et pourquoi aujourd'hui les Champenois, les Français râlent ? Parce que les Anglais se sont appropriés la paternité du vin effervescent, on va dire du champagne. Pourquoi ? Parce que Christopher Merret, en 1668, il se présente à la Royal Academy de Londres et il vient présenter sa thèse. Et ça, on le sait. C'est un papier, vous pouvez aller le visiter, c'est à Londres. Il présente sa thèse. Et les Français, eux, il n'y a personne à cette époque-là, qui présente une thèse sur l'élaboration, on va dire, du champagne. Rien du tout. Lui, il le fait, et on peut encore le voir aujourd'hui. Les Champenois aujourd'hui se défendent, parce qu'évidemment les Anglais continuent à provoquer un petit peu, ils se défendent en disant « oui, mais Christopher Merret se trompe ». Et c'est vrai qu'il se trompe, mais quand on considère, on va dire, la technologie de l'époque, il a quand même mis le doigt sur le bobo. Qu'est-ce qu'il dit dans cet écrit-là? Je vous le résume. Il dit qu'en gros, plus il y a du sucre, plus il y a de l'effervescence. Ce qui est un peu logique, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'il remarque. Il remarque que les fûts, ces fûts qui se mettent à repétiller, c'est les fûts qui sont très sucrés. Pourquoi? Parce qu'on pensait à l'époque que le sucre, d'où le Porto, conservait les vins. Donc on en mettait. Simplement, le sucre, vous savez, c'est quand même ça permet, comment dire, un accélérateur de fermentation. Et donc, il se trompe. C'est Pasteur qui va dire non, le sucre, c'est en partie, oui, ça permet de démarrer, mais c'est quand même les levures, un organisme vivant. Mais ça, on va le savoir 150 ans plus tard. Lui, il dépose ça. Aujourd'hui, les Champenois se défendent en disant oui, mais il se trompe. Et en plus, il ne parle pas de vin de champagne. Jamais il ne mentionne le terme champagne. Il dit que ce sont des vins du nord de la France. Bon, on n'en faisait pas trop dans le Pas-de-Calais, donc on pense plutôt que c'est en Champagne ou en Moselle, c'est certain. Donc voilà. Donc les Anglais, eux surtout, ils aiment ça, ils en commandent. En fait, pendant 50 ans, les seuls à boire du champagne qui pétille, c'est les Anglais. Ce n'est pas du tout les Français. Les Français, il va falloir attendre 1730. Et encore, quand je dis les Français, c'est la cour de France. Pourquoi? Parce que Fagon, qui était le médecin de Louis XIV, a failli faire tuer, on va dire, le champagne dans l'œuf, parce qu'il a déconseillé à Louis XIV de boire du champagne, parce qu'il trouvait que c'était un vin, en tout cas le vin qui venait de Champagne, mais qui était tranquille, était trop acide pour lui. Et comme Louis XIV était malade depuis pratiquement sa jeunesse, il fallait surtout pas boire. Et lui disait plutôt boire des vins de Bourgogne, qui étaient un petit peu plus rougeoyants. Et heureusement, Louis XV va arriver. On est en 1715, c'est Louis XV qui arrive. Et pourquoi le champagne redevient français? Parce que Louis XV arrête en 1728, c'est très important cette date-là, 1728, il arrête quoi? L'embouteillage obligatoire du vin de Champagne dans la province de Champagne. Et comme par hasard, en 1729, qu'est-ce qui se passe, à votre avis, en 1729, un an après cet arrêté? Ça va me laisser le temps de boire, pendant que vous réfléchissez. C'est difficile cette question-là, moi j'ai beaucoup de difficultés. Je pense pas que j'ai la... En 1728, Louis XV, embouteillage obligatoire du champagne dans la région. Comme par hasard, 1729, c'est la... Non, oh bah oui, elle va commencer, mais c'est la création de la première maison de champagne, Ruinart. Il n'y a pas de hasard. Et qui étaient les créateurs? Ce n'est pas des paysans, hein. Ce n'est pas le paysan qui ne sait pas lire, qui ne sait ni lire ni écrire, qui se dit tiens, je vais faire du champagne. Il ne sait pas faire ça, lui, il ne sait même pas ce qu'on fait d'ailleurs avec du raisin. C'est tout simplement des riches, des drapiers et des financiers. Et aujourd'hui, tous les ancêtres des grandes maisons que vous connaissez, Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Pommery, et Roederer, etc., tous sont des anciens financiers, très proches du pouvoir établi, et financiers, ou alors ils étaient dans la draperie. Pourquoi? Parce qu'on est en Champagne, et qu'en Champagne, le grand métier, on n'est pas très loin non plus de Tournai, de la Belgique, hein, c'est l'art du tissage, et donc beaucoup de drapiers. Et c'est toutes ces grandes familles-là qui se disent, tiens, il y a quelque chose qui se passe, les Anglais réclament du vin, apparemment ça a l'air facile à faire, et ils se lancent dans le commerce, ils vont faire du commerce. Et c'est comme ça que naît véritablement l'appellation Champagne. Elle va être déposée 150 ans plus tard, mais c'est comme ça que naît en tout cas l'idée du champagne, c'est-à-dire l'idée du négoce. Le champagne, il faut le savoir, c'est un vin de négoce. 90% du champagne aujourd'hui n'appartient pas aux maisons,
mais elles appartiennent le vignoble appartient aux petits vignerons, aux récoltants. Et ça, c'est depuis, on va dire, l'avènement du champagne pétillant. Donc ce sont les riches qui vont décider d'ouvrir une maison de négoce et de distribution de vin. Et c'est comme ça que naît progressivement Ruinart, qui a été la première maison. Ensuite, Chanoine, vous en avez à la SAQ. Une maison qui va disparaître s'appelle Fourneau, qui va devenir 150 ans plus tard Tétinger. Et d'autres qui vont naître, Mouette, Chandon, Clicquot, qui compose Sardin, etc., etc. Mais il y a une période très importante, et c'est là que j'arrive à mon Roederer. On va boire un peu quand même. Vous l'appréciez, ce vin? Oui? Bon, c'est une flûte. C'est pas terrible. C'est bien les flûtes, mais aujourd'hui, buvez votre vin dans un verre à vin blanc, un beau vin blanc, un verre ouverture. Pourquoi? Parce que le champagne, il faut le considérer comme un vin blanc à part entière, anobli par les bulles, avec des beaux arômes, tout ça. Pourquoi les flûtes a été créée? C'est simplement parce qu'à l'époque, elle a été créée au XVIIIe siècle, l'effervescence, elle n'était pas garantie. Même quand on voulait faire du champagne effervescent, comme on ne savait pas encore contrôler les levures, on ne savait pas en ouvrant une bouteille s'il allait y avoir des bulles. Et on s'est aperçu que plus le contenant est étroit, plus ça exacerbait les bulles, en tout cas plus on les voyait. Donc c'est comme ça qu'on a créé un contenant étroit. Aujourd'hui, les bulles sont évidemment garanties. Il y a 6 bars, 6 atmosphères dans une bouteille de champagne. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des verres comme ça pour garantir, on va dire, la vision de la bulle. Donc, prenez vos vins effervescents, vos champagnes dans des verres normaux. Vous verrez que c'est vraiment mieux. Oui? Est-ce que c'est vrai que quand un verre est trop propre, oui, qu'il n'y a pas de bulle? Tout à fait. Bon, ça, on le sait aussi à cause de beaucoup de travaux. C'est ce qu'on appelle les centres de nucléation. Plus un verre est sale, j'exagère, hein, ils sont très propres. Hein. Ils sont très propres. Parce que je ne veux pas me faire des ennemis à l'Université Club. Vos verres sont très propres. Mais plus un verre est sale, plus vous allez avoir de l'effervescence, de mousse. Pourquoi? Parce qu'une bulle, du gaz carbonique, en fait, ne vit qu'au contact de ce que ça touche. Donc plus vous avez d'aspérité, plus il va y avoir un dégagement gazeux. Quand on fait des expériences en laboratoire, mais nous aussi il faut qu'on soit aseptisé, et j'en fais, on va vous servir dans un verre complètement aseptisé de façon chimique, on vous sert un vin effervescent, on vous dit c'est un vin effervescent, mais vous ne voyez rien. C'est en portant votre verre à la bouche que vous vous rendez compte qu'on a un vin effervescent. Mais sinon, il n'y a pas de bulle. D'accord? Et vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience. On va la faire. Apportez-moi 3 verres, s'il vous plaît, mais 3 verres normaux, plutôt Inao. Et on va verser dedans la même bouteille, les 3 verres. Et vous allez voir que la bulle, l'effervescence, se comporte différemment d'un verre à un autre, alors que c'est le même vin. Pourquoi? Parce que les verres, forcément, ne peuvent pas avoir été nettoyés de la même façon. Bon, tout le monde voit? Je vais essayer de verser en même temps et puis la même quantité, puis vous allez voir que normalement, la mousse et l'effervescence se comportent de façon différente. Vous voyez déjà sur le 2e verre, la mousse est restée plus longtemps. Et sur le 3e, regardez, ça part moins vite. Et là, si je viens, bon, moi je le vois, je vais vous demander de me faire confiance. Là, les bulles sont plutôt, comme on dit, grossières. Elles sont assez grosses et elles sont centrées. Ici, elles sont éparses et très très fines. Et ici, je dirais que c'est un peu entre les deux. Mais vous pouvez vous approcher et le regarder. Donc les bulles ont un comportement toujours différent selon le contenant. Mais faites l'expérience à la maison avec vos verres. Hein. Donc voilà. C'est une très très belle maison, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai que le Roederer est une magnifique maison encore familiale. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, les maisons comme Mouette, Veuve Clicquot, Ruinart ne sont plus familiales. Elles appartiennent soit à des grands cabinets d'assureurs ou à des grands consortiums. Mais Roederer, Bollinger notamment aussi, c'est encore familial. Il y avait deux questions. Oui. Petite astuce, comment on fait pour servir le champagne sans qu'il mousse trop? On dit qu'il faut, comme une bière, il faut comme ça, pourquoi? Mais c'est pas vrai. Sans qu'il mousse trop, vous ne pouvez pas le savoir. Si, dans un verre, comme je vous dis, très très propre, mais on veut que ça mousse, on ne veut pas que ça déborde, mais vous y allez doucement, tout simplement.